Auguste César, l'architecte de l'Empire romain, est né sous le nom de Caius Octavius dans une famille équestre respectable. Son père, également nommé Caius Octavius, était un homme nouveau qui avait gravi les échelons politiques pour devenir sénateur. Sa mère, Atia, était la nièce de nul autre que le grand Jules César, un lien qui allait façonner son destin. Le jeune Octave a montré une intelligence et une maturité précoce, attirant l'attention de son grand-oncle. César, son fils légitime, a vu en Octave un successeur potentiel et a commencé à le préparer pour la vie publique. En 44, AVC JRC, la nouvelle choquante de l'assassinat de Jules César aux Ides de Mars a secoué Rome jusqu'à ses fondations. Octave, alors âgé de seulement 18 ans et étudiant en Illyrie, a appris qu'il était le principal héritier de César et son fils adoptif. Malgré les conseils de prudence de sa famille, il a pris la décision audacieuse de se rendre à Rome pour réclamer son héritage. Son arrivée en Italie a été accueillie avec scepticisme par beaucoup, mais avec espoir par les vétérans de César plus tard. Il a adopté le nom de Caius Julius Caesar Octavianus, se positionnant fermement comme le fils du dictateur divinisé. Marc-Antoine, le principal lieutenant de César, contrôlait les biens et les documents de César et a d'abord traité Octave avec mépris. Octave, utilisant sa fortune héritée et le nom de César, a levé une armée privée parmi les vétérans de César. Le Sénat, dirigé par Cicéron, a d'abord vu en Octave un outil utile pour contrer la puissance de Marc-Antoine. Cela a conduit à une alliance fragile et à une guerre contre Antoine, qui a été déclaré ennemi public. Après une série de batailles, Octave a marché sur Rome avec son armée, exigeant et obtenant le consulat à seulement 19 ans. Réalisant que leurs ennemis communs, les assassins de César, étaient toujours en liberté, Octave a changé de cap. En 43 AVC, c'est Octave, Marc-Antoine et un autre général de César, Lépide, ont formé le second triumvirat. Cette alliance a été officialisée comme une dictature à trois, leur donnant un pouvoir quasi absolu pour 5 ans. L'une de leurs premières actions fut les proscriptions, une purge brutale de leurs ennemis politiques et personnels. Des centaines de sénateurs et des milliers de chevaliers ont été assassinés, leurs biens confisqués pour financer la guerre. Cicéron, dont les discours avaient attaqué Antoine, fut l'une des victimes les plus célèbres de cette purge sanglante. Avec leur pouvoir consolidé à Rome, les triumvirs ont tourné leur attention vers l'Est, où Brutus et Cassius avaient rassemblé leurs forces. La bataille décisive a eu lieu à Philippe en Macédoine, en 42, avec JRC. Brutus et Cassius, les derniers défenseurs de la République, ont été vaincus et se sont suicidés. Après Philippe, le monde romain fut à nouveau divisé entre les vainqueurs. Octave a reçu la tâche difficile de réinstaller des centaines de milliers de vétérans en Italie. Cette tâche a provoqué des troubles civils et une opposition menée par le frère d'Antoine et sa femme, Fulvie. Pendant ce temps, Marc-Antoine s'est établi en Orient, convoquant les dirigeants locaux, y compris la reine Cléopâtre VII d'Égypte. L'alliance politique entre Antoine et Cléopâtre s'est rapidement transformée en une liaison amoureuse légendaire pointille. Octave, à Rome, a utilisé cette relation à des fins de propagande, dépeignant Antoine comme un homme corrompu par le luxe oriental. Il se présentait lui-même comme le défenseur des traditions romaines contre une menace étrangère. La tension entre les deux hommes a atteint son paroxysme lorsqu'Antoine a divorcé de la sœur d'Octave, Octavie, pour épouser Cléopâtre. Octave a illégalement obtenu et lu le testament d'Antoine au Sénat, révélant ses plans de léguer des territoires romains à ses enfants avec Cléopâtre. L'indignation publique fut immense, et le Sénat, manipulé par Octave, déclara la guerre non pas à Antoine, mais à Cléopâtre. La confrontation finale a eu lieu en 31 AVC, lors de la bataille navale d'Actium, sur la côte grecque. La flotte d'Octave, commandée par son brillant ami et général, Marcus Agrippa, était plus petite, mais plus maniable. Au milieu de la bataille, Cléopâtre a fui avec son escadron, et Antoine l'a suivi, abandonnant ses forces. Leur fuite a démoralisé le reste de l'armée et de leur flotte, qui se sont rendus à Octavianus. Octave a poursuivi les amants en Égypte l'année suivante. Face à une défaite inévitable, Antoine s'est suicidé en se jetant sur son épée, croyant à tort que Cléopâtre était déjà morte. Cléopâtre,
après une dernière rencontre avec Octave, a choisi de mourir par la morsure d'un aspic plutôt que d'être exhibé dans un triomphe romain. À l'âge de 33 ans, Octave était le maître incontesté du monde romain. La longue et sanglante période des guerres civiles romaines était enfin terminée. Cependant, Octave savait que Rome n'accepterait pas un roi ou un dictateur permanent. Il a donc orchestré une transition politique magistrale, connue sous le nom de Premier Règlement. En 27 Avewensoin, il a restauré la République, rendant officiellement le pouvoir au Sénat et au peuple de Rome. En retour, un Sénat reconnaissant lui a accordé le titre honorifique d'Auguste, signifiant le vénérable ou le majestueux. Il a également reçu le titre de Princeps, ou premier citoyen, qui est devenu la base de son nouveau régime, le Principat. En réalité, Auguste conservait le contrôle ultime grâce à son commandement sur la majorité des légions romaines et sa vaste fortune personnelle. Il a réformé l'armée, la professionnalisant et réduisant sa taille pour éviter de futures guerres civiles. Il a créé la garde prétorienne, une unité d'élite stationnée à Rome, servant de garde du corps personnel à l'empereur. Son long règne a inauguré une ère de paix et de prospérité sans précédent, connue sous le nom de Pax Romana. Auguste s'est lancé dans un programme de construction massif, transformant l'apparence de Rome. Il se vantait à juste titre « J'ai trouvé Rome une ville de briques et je l'ai laissée une ville de marbre ». Il a construit des temples, des aqueducs, des théâtres et des bains publics, améliorant la vie des citoyens ordinaires. Il a également tenté de restaurer la moralité traditionnelle romaine par des lois encourageant le mariage et la procréation. Ironiquement, sa propre fille, Julie, a été exilée pour adultère en violation de ses propres lois. L'un des plus grands défis d'Auguste fut d'assurer une succession stable. Sa quête d'un héritier a été marquée par une série de tragédies familiales, beaucoup de ses choix préférés mourant prématurément. Finalement, il a été contraint de se tourner vers son beau-fils, Tibère, un général compétent mais qu'il n'aimait pas personnellement. Sa femme, Livie, fut sa conseillère la plus fidèle et la plus influente tout au long de son règne. Auguste a gouverné pendant plus de 40 ans, un règne d'une longueur remarquable. En l'an 14 de notre ère, sentant sa fin approcher, il a demandé un miroir et s'est fait coiffer, demandant à ses amis s'il avait bien joué son rôle dans la comédie de la vie. Ses derniers mots furent « Applaudissez, la comédie est terminée ». Après sa mort, le Sénat a officiellement divinisé Auguste et il a été adoré comme un dieu dans tout l'Empire. L'héritage d'Auguste est immense. Il a mis fin à un siècle de guerre civile et a établi un système politique qui durerait des siècles. Il a transformé une république défaillante en un empire fonctionnel, tout en maintenant l'illusion de ses anciennes formes. Auguste César fut sans aucun doute un des dirigeants les plus compétents, complexes et importants de l'histoire mondiale. Son règne a jeté les bases de l'apogée de la civilisation romaine. Il a trouvé un État brisé et a laissé uni et stable comme. La propagande était l'un de ses outils les plus puissants, façonnant son image publique avec un soin méticuleux. Les poètes de l'âge d'or, comme Virgile et Horace, ont prospéré sous son patronage, célébrant son ère. L'Ara Pacis, l'autel de la paix, est un chef-d'œuvre de la propagande augustéenne, représentant la paix et l'abondance. La frontière de l'Empire a été étendue et sécurisée sous son commandement. Cependant, son règne a également connu l'un des plus grands désastres militaires de Rome, la bataille de la forêt de Teutobourg. 3 légions entières, sous le commandement de Varus, ont été anéanties par les tribus germaniques. On dit qu'Auguste, désemparé, se frappait la tête contre les murs en criant « Varus, rends-moi mes légions !» Cette défaite a mis un terme à l'expansion romaine vers le nord, établissant le Rhin comme la frontière permanente. Auguste a créé un système postal efficace, le cursus publicus, pour relier son vaste empire. Il a également réformé le système fiscal, le rendant plus équitable et efficace. Son administration a été marquée par une utilisation judicieuse des chevaliers et même des affranchis dans la bureaucratie. Le Res Gestae Divi Augusti, un compte-rendu de ses propres réalisations, est une source inestimable pour comprendre sa perspective. Le mausolée d'Auguste, une immense tombe circulaire, a été construit au début de son règne pour abriter sa dynastie. Son règne a vu la naissance de Jésus de Nazareth en Judée, un événement dont l'importance ne serait comprise que bien plus tard. La longévité de son pouvoir a permis à une génération entière de ne connaître que son règne. Oubliant la République, il a habilement équilibré le pouvoir entre le Sénat et le Princeps, créant une diarchie en théorie, mais une monarchie en pratique.
La création de forces de police et de pompiers, les vigiles, a rendu la ville de Rome plus sûre. Le contrôle des approvisionnements en céréales était crucial pour maintenir la paix, car il assurait le pain pour le peuple. Les jeux ont également été utilisés pour divertir et apaiser la population massive de Rome. Malgré sa puissance, Auguste maintenait un style de vie relativement modeste dans sa maison sur le Palatin. Son image, diffusée sur des pièces de monnaie dans tout l'Empire, était un rappel constant de son autorité. Il a mené une diplomatie habile, notamment en récupérant les étendards légionnaires perdus par Crassus contre les Parthes. La consolidation du pouvoir d'Auguste fut un processus graduel, s'étendant sur de nombreuses années. Il a évité les titres ostentatoires comme Rex, roi ou dictateur, préférant des titres qui masquaient son pouvoir. Son génie politique résidait dans sa capacité à faire passer une révolution pour une restauration. Auguste a mis en place un système qui a permis à l'Empire romain de prospérer pendant 2 siècles. La transition de la République à l'Empire ne fut pas un événement unique, mais un long processus qu'il a magistralement dirigé. Sans Auguste, l'histoire de l'Occident aurait été radicalement différente. Le modèle du principat a influencé les concepts de gouvernement pendant des millénaires. Il était à la fois un politicien impitoyable dans sa jeunesse et un homme d'État sage dans sa maturité. Il a sacrifié les libertés de l'ancienne élite sénatoriale pour la paix et la sécurité des masses. La figure d'Auguste reste une étude fascinante sur le pouvoir, l'ambition et la construction d'un État pointillé. Il a fermé les portes du temple de Janus 3 fois, un acte symbolisant la paix dans tout l'Empire. La réorganisation des provinces en sénatoriales et impériales a rationalisé l'administration. Sa relation avec Agrippa fut l'un des partenariats les plus fructueux de l'histoire, un mélange de génie militaire et politique. Mécène, un autre ami proche, est devenu le grand patron des arts, enrichissant la culture romaine. La défaite à Teutobourg a profondément affecté la psyché romaine et la stratégie impériale pour les générations à venir. Le culte impérial, centré sur le génie de l'empereur et les dieux de l'État, est devenu un puissant outil d'unification. Auguste a soigneusement cultivé l'image de la famille impériale comme modèle pour tous les Romains. L'économie de l'Empire s'est épanouie grâce à la monnaie stable et à la sécurité des routes commerciales. Malgré sa puissance, il a toujours fait preuve de déférence envers les traditions et les institutions républicaines. Le titre de Pater Patriae, père de la patrie, qui lui a été décerné en 2 G1C, était celui qu'il chérissait le plus. En fin de compte, Auguste a réussi là où César avait échoué. Il a renversé la République sans en avoir l'air. Son règne a marqué la véritable fin de la République romaine et le début de l'Empire romain. Le jeune Octave, vengeur de son père adoptif, a commencé son parcours dans un bain de sang. La guerre de Pérouse contre le frère d'Antoine a démontré sa cruauté précoce, sacrifiant des centaines de personnes sur un autel. Son mariage avec Livie, qui était enceinte du fils d'un autre homme, était un calcul politique froid. Il a mené une guerre de propagande vicieuse, accusant Antoine de sorcellerie, d'ivrognerie et de trahison. La prise de l'Égypte a apporté une richesse immense à Rome, devenant essentiellement le domaine privé de l'empereur. Il a ordonné l'exécution de Césarion, le fils de Jules César et Cléopâtre, éliminant ainsi un rival potentiel. Le second règlement en 23 G.C. lui a accordé le pouvoir tribunicien à vie, lui donnant un droit de veto et l'inviolabilité. Il a personnellement financé des jeux de gladiateurs et des distributions de nourriture pour gagner la faveur du peuple. L'horloge solaire d'Auguste, Horologium Augusti, utilisant un obélisque égyptien comme Néomon, symbolisait sa maîtrise du temps et du monde. Malgré sa santé fragile tout au long de sa vie, il a survécu à presque tous ses contemporains et héritiers. Il a établi une administration compétente qui pouvait fonctionner même en son absence. La paix qu'il a apportée a permis une explosion de la créativité dans l'art, l'architecture et la littérature. Son règne a fixé les frontières de l'Empire, une politique de consolidation plutôt que d'expansion sans fin. La transformation de la République en empire par Auguste fut si subtile que de nombreux Romains ne l'ont peut-être pas pleinement réalisé de leur vivant. L'homme qui a commencé comme un adolescent vengeur est mort comme le père de la patrie et un dieu. Le système d'Auguste a fourni la stabilité nécessaire pour que la culture et le droit romain se développent et se propagent. Il a remplacé l'ambition chaotique des nobles républicains par la loyauté centralisée envers un seul homme et sa famille. L'héritage d'Auguste est un témoignage de sa remarquable habileté politique, de sa patience et de sa vision à long terme. Le nom César Auguste est devenu un titre impérial permanent, incarnant le pouvoir et la majesté de Rome.